Imaginez un instant que votre pilier central, votre squelette, devienne, sans que vous ne vous en rendiez compte, silencieusement et insidieusement, aussi fragile que du verre fin. On dirait le scénario d'un film d'horreur, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est la réalité pour des millions de personnes à travers le monde. Le nom de cette menace silencieuse? L'ostéoporose. Aujourd'hui, notre but n'est pas de vous effrayer. Au contraire, nous allons vous armer de connaissances. Nous allons décortiquer ensemble pourquoi nos os perdent leur solidité, quelles erreurs fatales nous commettons parfois sans le savoir, et surtout, comment bâtir une véritable armure osseuse pour échapper à ce diagnostic redouté, la fracture du col du fémur. Restez avec nous jusqu'à la fin. Vous découvrirez un plan d'action simple et efficace pour maintenir vos os solides durant de longues années. D'ailleurs, avez-vous déjà pris le temps de vraiment penser à la santé de votre squelette? Répondez-nous simplement dans les commentaires, oui ou non. Pour bien comprendre notre adversaire, regardons-le en face. Qu'est-ce que l'ostéoporose exactement? Si l'on observait un os sain au microscope, il ressemblerait à un nid d'abeille ou à une éponge, une structure solide et alvéolaire. Avec l'ostéoporose, ces alvéoles, ces petits trous dans la structure, s'agrandissent de plus en plus. Les parois s'amincissent, l'os perd sa densité et devient extrêmement cassant. Le côté le plus insidieux de cette maladie, c'est qu'elle évolue de manière absolument indolore et asymptomatique. Une personne peut ignorer pendant des années que son squelette s'affaiblit jusqu'à ce que l'accident survienne, une fracture suite à un traumatisme minimal, comme une simple chute de sa propre hauteur, ou même après un mouvement brusque ou une toux violente. C'est précisément pour cela que l'ostéoporose est surnommée l'épidémie silencieuse. Elle s'installe sans prévenir. Et, trop souvent, sa première manifestation est une fracture, particulièrement dangereuse au niveau du poignet, de la colonne vertébrale et bien sûr du col du fémur. Alors, commençons par la base. Qu'est-ce que l'os en réalité? Ce n'est pas seulement cette armature rigide et immuable qu'on imagine. Non, vos os sont un tissu vivant qui se renouvelle en permanence. Deux processus essentiels s'y déroulent sans cesse. Imaginez un chantier de construction. Sur ce chantier, deux équipes travaillent main dans la main. D'un côté, les constructeurs, qu'on appelle les ostéoblastes, ce sont eux qui créent le nouvel os, et de l'autre, les démolisseurs, les ostéoclastes, dont le rôle est de nettoyer et de retirer l'ancien tissu osseux. Quand nous sommes jeunes, les constructeurs sont beaucoup plus actifs. C'est pourquoi notre masse osseuse grandit et atteint son maximum, son pic de densité, vers l'âge de 30 ans. C'est un peu comme si nous faisions un placement, une épargne dans notre capital osseux. Mais après 35 ou 40 ans, cet équilibre commence à se modifier. Les démolisseurs continuent de travailler à plein régime, mais les constructeurs, eux, se relâchent un peu. C'est là que commence une lente et naturelle diminution de la masse osseuse. Dans le cas de l'ostéoporose, malheureusement, ce processus s'accélère considérablement. Les démolisseurs se mettent à faire des heures supplémentaires, s'acharnant à détruire l'os bien plus vite que les constructeurs ne peuvent le reconstruire. Le résultat? Notre structure osseuse interne, notre charpente, s'affaiblit progressivement et devient terriblement fragile. Mais alors, pourquoi l'ostéoporose est-elle si souvent qualifiée de maladie féminine et si étroitement liée à l'âge? C'est une question d'hormones et plus précisément des œstrogènes. Ces hormones sexuelles féminines, en plus de leurs rôles habituels, sont de véritables gardes du corps pour nos os. Elles parviennent à tenir en respect ces fameux démolisseurs hyperactifs, les ostéoclastes, en les empêchant de détruire le tissu osseux trop rapidement. Or, quand la ménopause arrive, le niveau d'œstrogène chute brutalement chez la femme, le rempart protecteur s'effondre, les démolisseurs sont alors lâchés et se mettent à faire leur travail destructeur avec une force décuplée. C'est pourquoi, durant les 5 à 7 premières années suivant la ménopause, une femme peut perdre jusqu'à 20% de sa masse osseuse. Chez les hommes, ce processus existe aussi, mais il est beaucoup plus progressif. La baisse de la testostérone, cette hormone qui participe également à la protection osseuse, se fait de façon plus lente. Néanmoins, il faut noter que vers 65-70 ans,
le risque de développer l'ostéoporose devient à peu près équivalent chez les hommes et chez les femmes. Commençons par aborder un sujet sur lequel nous n'avons aucune emprise, notre patrimoine génétique. Si votre mère ou votre grand-mère a souffert d'ostéoporose ou a subi des fractures suite à un traumatisme minime, notamment une fracture du col du fémur, votre risque personnel est malheureusement nettement plus élevé. L'hérédité détermine jusqu'à 80% de ce capital osseux maximal, ce fameux trésor que vous avez engrangé dans votre jeunesse. Attention, ce n'est pas une fatalité, mais plutôt un avertissement crucial. Si l'ostéoporose fait partie de vos antécédents familiaux, vous devez redoubler de vigilance concernant votre santé. Parmi les autres facteurs de risque qui échappent à notre contrôle, on compte l'appartenance à la race caucasienne ou mongoloïde, de même qu'une constitution physique plus menue ou fragile. Les personnes ayant un faible poids et des os fins disposent initialement d'une masse osseuse plus réduite. Elles ont donc moins de réserves sur lesquelles s'appuyer en cas de perte progressive. La connaissance de ces facteurs est votre première étape vers une prévention efficace. Cela signifie que vous devez commencer plutôt à accorder une attention particulière à votre alimentation, à votre activité physique et aux examens réguliers que nous aborderons dans la suite de notre discussion. Passons maintenant à ce qui dépend entièrement de nous. La première erreur, souvent fatale pour nos os, concerne nos habitudes de vie. Le tabagisme, mes amis, est un véritable poison pour votre squelette. La nicotine attaque directement les cellules bâtisseuses de l'os, qu'on appelle les ostéoblastes, ce qui ralentit considérablement la formation de tissus osseux neufs. De plus, elle diminue l'afflux sanguin vers l'os, perturbant l'apport vital en nutriments. Sans oublier que fumer réduit l'absorption du calcium par l'intestin. Chez les femmes, cela perturbe la production d'œstrogènes et peut précipiter la ménopause, ce qui est très néfaste pour la densité osseuse. Sachez que chaque paquet année, c'est-à-dire une consommation d'un paquet par jour pendant 1 an, augmente significativement le risque de fracture, notamment la redoutée fracture du col du fémur. Quant à l'alcool, il faut le dire, sa consommation excessive représente un autre coup dur porté à notre squelette. L'alcool est directement toxique pour les cellules osseuses. Il déséquilibre le système hormonal et empêche notre corps d'absorber correctement le calcium et la vitamine D, 2 éléments cruciaux. Par ailleurs, n'oublions pas que l'ivresse augmente considérablement le risque de chute. Et sur des os déjà fragilisés, une chute garantit pratiquement à coup sûr une fracture. Ainsi, cesser de fumer et consommer l'alcool avec grande modération, ce n'est pas seulement suivre une vague recommandation de mode de vie sain, c'est un geste concret et absolument essentiel pour garantir la solidité et la longévité de votre squelette. La deuxième erreur classique concerne l'équilibre de notre assiette. Beaucoup croient, à tort, qu'il suffit de prendre du calcium pour avoir des os solides. C'est une idée reçue. Notre régime moderne est souvent surchargé en produits ultra transformés, en sucre et en sel, ce qui tend à créer un environnement acide dans l'organisme. Pour neutraliser cette acidité, notre corps est contraint de puiser des minéraux alcalins, principalement le calcium, directement dans son réservoir principal, nos propres os. En substance, vous déminéralisez vous-même le squelette, vous en lavez le matériau de construction. Les sodas et autres boissons gazeuses, surtout celles contenant de l'acide phosphorique comme le cola, sont des facteurs aggravants dans cette perte de calcium. Un excès de sel, lui, force nos reins à éliminer davantage de calcium par les urines. De même, l'abus de régime hypocalorique très strict, surtout durant la jeunesse, nous empêche de consommer les nutriments nécessaires pour bâtir un capital osseux optimal. Votre banque osseuse ou votre capital de départ reste ainsi à moitié vide dès le début. Il est donc essentiel de le comprendre. La solidité de nos os commence dans l'assiette. C'est un processus bien plus complexe que la simple consommation de lait. Abordons un sujet essentiel pour nos os, le calcium, notre principal matériau de construction. 99% du calcium de notre corps se loge précisément dans les os et les dents. C'est lui qui leur donne cette dureté et cette robustesse.
Quand l'organisme manque de calcium pour d'autres fonctions vitales, par exemple pour que nos muscles ou notre système nerveux fonctionnent correctement, il n'hésite pas une seconde à l'emprunter à nos réserves osseuses. Il est donc crucial d'assurer un apport constant via notre alimentation. Il y a un mythe tenace qui veut que le lait soit la seule source majeure de calcium. Certes, les produits laitiers en sont riches, mais ils ne conviennent pas à tout le monde et il ne faut pas s'y limiter. Heureusement, il existe une multitude d'autres excellentes sources. Pensez par exemple aux légumes feuilles verts comme le choucal, le brocoli ou les épinards. Attention toutefois, dans les épinards, le calcium est un peu moins bien assimilé à cause de leur teneur en oxalate. Une excellente option, c'est aussi le poisson en conserve avec ses petites arêtes, comme les sardines ou le saumon. On trouve également beaucoup de calcium dans les oléagineux, surtout l'amande, et dans les graines de sésame et de chia, sans oublier les légumineuses ni les produits enrichis en calcium, comme le tofu ou les boissons végétales. Nous avons donc assuré l'apport en calcium, mais ce n'est que la moitié du travail. La troisième erreur, c'est d'ignorer son principal allié, le véritable chef d'orchestre de tout notre métabolisme osseux. J'ai nommé la vitamine D. Sans elle, la majorité du calcium que vous ingérez va simplement transiter par vos intestins sans jamais passer dans le sang et donc sans jamais atteindre vos os. La vitamine D agit comme un portier, elle ouvre les portes de l'intestin pour que le calcium puisse être absorbé. La source principale de cette vitamine, c'est le soleil. Sous l'effet des rayons ultraviolets, elle est synthétisée directement par notre peau. Cependant, dans la plupart des régions, et surtout sous les latitudes nordiques, l'activité solaire est insuffisante la majeure partie de l'année. L'utilisation de crème solaire, une peau plus foncée, ou simplement l'âge avancé qui nous concerne, tout cela diminue la capacité de notre corps à produire de la vitamine D. Il est assez difficile de l'obtenir uniquement par l'alimentation. On la trouve dans les poissons gras, comme le saumon, le maquereau ou le hareng, ainsi que dans l'huile de foie de morue et les jaunes d'œufs. Mais il est pratiquement impossible de couvrir vos besoins quotidiens uniquement grâce à ce que vous mangez. C'est pourquoi la carence en vitamine D est un problème mondial et la majorité des gens ont besoin d'une supplémentation. Attention, cela doit se faire uniquement après consultation de votre médecin et la réalisation d'une analyse sanguine. Admettons que grâce à la vitamine D, notre corps ait réussi à bien absorber le calcium et qu'il soit passé dans le sang. On pourrait penser que c'est gagné. Eh bien, non, ce n'est pas si simple. C'est là que nous attend la quatrième erreur, souvent ignorée, oublier l'aiguilleur de la circulation. Avoir du calcium dans le sang, c'est très bien, mais il faut absolument qu'il aille précisément dans les os. Sinon, il risque de se déposer sur les parois de nos vaisseaux sanguins, provoquant leur calcification, ou de former des calculs dans les reins. Ce rôle essentiel est dévolu à un autre nutriment crucial, trop souvent négligé, la vitamine K2. C'est elle qui active des protéines spécifiques. Ces protéines agissent un peu comme des taxis. Elles attrapent le calcium circulant dans le sang et le conduisent directement vers le tissu osseux pour qu'il s'y intègre solidement. Sans une quantité suffisante de vitamine K2, ce mécanisme se grippe. Le calcium est alors laissé en suspension dans la circulation sanguine où il devient potentiellement nocif. Où trouve-t-on la K2 ? Principalement dans les aliments fermentés comme la choucroute, le fameux plat japonais appelé natto, ainsi que dans les fromages à pâte dure, les jaunes d'œufs et le beurre issu de vaches nourries à l'herbe, pâturage. Malheureusement, notre alimentation moderne manque souvent de ces produits. Il est donc crucial d'y prêter une attention toute particulière. Mais au-delà du calcium, des vitamines D et K2, il y a un autre acteur absolument fondamental dans la construction de nos os, le magnésium. Si le calcium est la brique, le magnésium est le ciment qui assure la cohésion de l'ensemble. Environ 60% du magnésium corporel est stocké dans nos os. Il fait partie intégrante de leur structure cristalline, leur offrant à la fois flexibilité et résistance face aux chocs ou aux efforts. Sans lui, nos os seraient tout simplement trop fragiles. De plus, le magnésium est indispensable pour que la vitamine D se transforme en sa forme active. Sans ce minéral, notre chef d'orchestre ne peut tout simplement pas jouer son rôle.
Or, la carence en magnésium est un phénomène très répandu, souvent lié à l'appauvrissement de nos sols agricoles et au processus de raffinage des aliments. Ce minéral est littéralement lessivé des céréales lors de la production de farine blanche. Il est donc crucial d'intégrer dans notre alimentation des produits riches en magnésium, les céréales complètes, les noix, en particulier les amandes et les noix de cajou, ainsi que les graines de courge, les légumineuses, le chocolat noir et les légumes verts à feuilles. Une alimentation bien équilibrée qui apporte tous ces éléments, calcium, vitamine D, K2 et magnésium, est la garantie d'une bonne santé de votre squelette. Commençons par dissiper un mythe tenace concernant les protéines. Pendant longtemps, on a cru qu'un régime riche en protéines, surtout animales, pouvait acidifier notre corps et provoquer une fuite du calcium de nos os. Mais les études récentes nous montrent que la réalité est bien plus nuancée. En réalité, la protéine est un élément absolument crucial de notre squelette. La matrice osseuse, c'est-à-dire la trame essentielle sur laquelle se fixent les minéraux, est composée à 50% de protéines, principalement du collagène. Un manque de protéines dans notre alimentation, en particulier chez les seniors, entraîne la fonte musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie, une faiblesse générale et par conséquent un risque accru de chute et de fracture. Au contraire, une consommation adéquate de protéines améliore l'absorption du calcium et stimule la production d'hormones bénéfiques pour nos os. Le mot-clé ici est bien adéquate. On considère qu'une consommation optimale se situe entre 1 gramme et 1,2 g par kilo de poids corporel par jour. Il reste indispensable que votre régime alimentaire soit bien équilibré et intègre suffisamment de fruits et légumes pour maintenir un bon équilibre acido-basique. La 5e erreur, et c'est sans doute la plus critique, c'est notre sédentarité. Vous avez beau manger le meilleur yaourt ou prendre les meilleures vitamines, si vos os ne sont pas sollicités, ils vont quand même s'affaiblir. Pensez aux astronautes. En apesanteur, ils perdent leur masse osseuse à une vitesse incroyable. Nos os fonctionnent selon la loi du « utilisez-le ou perdez-le ». C'est ce que l'on appelle la loi de Wolff, qui stipule que le tissu osseux s'adapte aux contraintes. Quand nous marchons, courons ou sautons, nos muscles tirent sur les os, et cette traction provoque de microscopiques flexions. Ceci envoie un signal aux cellules constructrices, les ostéoblastes, pour qu'elles viennent renforcer cette zone. En substance, l'activité physique donne un ordre à votre corps. « Hé, j'ai besoin d'un os solide ici, mets-toi au travail ». Le mode de vie sédentaire, à l'inverse, signale que ce squelette robuste n'est pas utile. Le corps peut alors économiser ses ressources en le démantelant progressivement. C'est pourquoi l'exercice régulier n'est pas qu'un simple avantage, c'est une condition absolument essentielle pour maintenir la densité de vos os tout au long de votre vie. Alors, quels sont les exercices les plus efficaces pour renforcer nos os et préserver notre capital osseux? Il existe 2 grandes catégories. La première, c'est l'exercice de mise en charge, ou charge axiale. Ce sont tous les mouvements où vous êtes debout et où votre corps doit lutter contre la gravité. Le plus simple et le plus accessible est la marche, surtout si elle est pratiquée à un rythme soutenu. On compte aussi le jogging, la danse, monter les escaliers, le tennis ou encore la marche nordique. Ces activités vont particulièrement stimuler et renforcer les os des jambes, des hanches et le bas de la colonne vertébrale, qui sont souvent les zones les plus vulnérables. La deuxième catégorie, ce sont les exercices de résistance ou de renforcement musculaire. Il s'agit d'utiliser des haltères, des élastiques, des machines de musculation ou simplement le poids de votre corps, comme pour les pompes et les squats. Ce type d'entraînement est essentiel pour consolider les os de tout le corps, y compris ceux des bras et des poignets. L'idéal est de combiner ces 2 types d'efforts en pratiquant une activité physique 3 à 5 fois par semaine durant 30 à 40 minutes. N'oubliez pas que l'effort doit être régulier et augmenter très progressivement. C'est cette constance qui garantit à vos os le stimulus constant nécessaire à leur croissance et à leur maintien en bonne santé. Maintenant, attention, c'est un point crucial. Si l'ostéoporose vous a déjà été diagnostiquée, sachez que certains exercices peuvent s'avérer non seulement inutiles, mais carrément dangereux. La règle d'or est d'éviter à tout prix
les mouvements brusques, les torsions vertébrales et les fortes flexions en avant. Les exercices classiques comme les crunchs pour les abdominaux ou les étirements où vous essayez d'atteindre vos orteils jambes tendues exercent une pression énorme sur vos vertèbres et peuvent provoquer une fracture de compression. De même, prudence avec les activités à fort impact telles que les sauts ou la course intensive, surtout si vous n'êtes pas habitué à ce type d'effort. La natation et l'aquagym sont d'excellentes activités pour les articulations et le système cardiovasculaire. Cependant, pour ce qui est de renforcer les os, elles sont moins efficaces, car l'eau supprime la charge pondérale nécessaire. Avant d'entamer tout nouveau programme d'exercice, et particulièrement si vous souffrez d'ostéoporose, il est impératif de consulter votre médecin traitant ou un kinésithérapeute spécialisé. Ces professionnels pourront vous recommander un programme d'exercice sûr et efficace qui renforcera non seulement vos os et vos muscles, mais améliorera aussi votre coordination et votre équilibre. C'est essentiel pour réduire considérablement votre risque de chute. L'ostéoporose est souvent surnommée la maladie silencieuse. Alors, comment détecter sa présence avant qu'une fracture ne survienne? La densitométrie osseuse, souvent appelée scan DEXA, est l'examen de référence, le standard d'or pour le diagnostic. C'est une procédure rapide et absolument indolore, très similaire à une radiographie, mais qui utilise une dose d'irradiation minimale. Cet appareil spécialisé scanne habituellement la colonne vertébrale, en particulier la zone lombaire et la hanche, des zones où les fractures peuvent être particulièrement dangereuses. La densitométrie mesure la densité minérale de votre tissu osseux et compare votre résultat à la moyenne des jeunes adultes en bonne santé. Mais à qui cet examen est-il recommandé? Principalement à toutes les femmes de 65 ans et plus, ainsi qu'aux hommes de 70 ans et plus. Il est également indiqué pour les femmes en post-ménopause de moins de 65 ans si elles présentent des facteurs de risque comme ceux que nous avons déjà évoqués. Les antécédents familiaux, le tabagisme ou une constitution jugée fragile. Sans oublier toute personne adulte ayant déjà subi une fracture après un traumatisme minime, par exemple une simple chute. Enfin, cet examen crucial permet non seulement d'établir un diagnostic, mais aussi d'évaluer votre risque de future fracture et de suivre l'efficacité du traitement mis en place. Après votre ostéodensitométrie, vous recevrez des résultats pleins de lettres et de chiffres qui peuvent sembler un peu mystérieux. Décortiquons ensemble ce que tout cela veut dire. L'indicateur clé, c'est ce qu'on appelle le T-score ou l'indice T. Il mesure la différence entre votre densité osseuse actuelle et celle d'un jeune adulte de 30 ans en pleine santé. C'est la référence idéale. Si votre T-score se situe entre +1 et -1 F1, excellente nouvelle, votre densité osseuse est normale, tout va bien. S'il est compris entre -1, 1 et -2,5, 2,5, on parle alors d'ostéopénie. Ce n'est pas encore l'ostéoporose, mais c'est un état intermédiaire, un peu comme un feu orange qui s'allume. Cela signifie que vos os sont déjà un peu moins denses. Il est urgent de mettre en place des mesures préventives pour protéger votre capital osseux. En revanche, si le T-score atteint -2,5, 2,5 ou va au-delà, le diagnostic est clair, c'est l'ostéoporose. Là, c'est le feu rouge. Cela indique un risque accru de fracture et nécessite un traitement plus sérieux, toujours en collaboration étroite avec votre médecin. Comprendre ces indicateurs vous permet d'évaluer la situation de manière concrète et, avec votre docteur, d'établir la meilleure stratégie pour préserver la santé de vos os. On dit souvent que le meilleur traitement, c'est la prévention. Et il faut s'y mettre non pas à 60 ans, mais dès l'âge de 6 ans. La santé de notre squelette, ses fondations, se construisent durant l'enfance et l'adolescence. Pensez à cette fameuse métaphore de la banque osseuse. Jusqu'à l'âge de 30 ans, nous avons une occasion unique d'accumuler un maximum de capital solidité. Plus notre masse osseuse sera élevée à ce pic, plus grande sera la réserve que nous pourrons utiliser durant la seconde moitié de notre vie sans conséquences dramatiques.
C'est pourquoi il est si crucial d'habituer les enfants, dès leur plus jeune âge, à une alimentation saine, riche en calcium et en autres minéraux essentiels. Il est tout aussi important que les enfants et adolescents passent suffisamment de temps dehors, au soleil, pour faire le plein de vitamine D. Et bien sûr, ils doivent être physiquement actifs. Courir, sauter, grimper, tout cela stimule la croissance et la consolidation des os. Prendre soin de ses os quand on est jeune, c'est l'investissement le plus sûr pour une longévité saine et active. Si vous êtes parent, gardez toujours cela en tête. Vous êtes en train de bâtir le socle de la santé de votre enfant pour toute son existence. Même si vos os sont encore solides, une chute en vieillissant peut avoir des conséquences très graves. C'est pourquoi la prévention des fractures passe avant tout par l'aménagement d'un environnement sécurisé à la maison. La plupart des accidents surviennent justement dans le confort de notre environnement habituel. Il est donc essentiel de passer votre intérieur au peigne fin. Éliminez tout ce qui pourrait traîner par terre, les fils électriques, les rallonges et surtout les petits tapis ou carpettes sur lesquels on peut facilement trébucher. Assurez-vous d'avoir un bon éclairage partout, y compris la nuit, notamment pour vous rendre aux toilettes. Installez des veilleuses avec détecteur de mouvement. Dans la salle de bain, un espace à haut risque, placez des tapis antidérapants et faites installer des barres d'appui près de la baignoire ou de la douche, ainsi qu'à côté des toilettes. Portez chez vous des chaussures fermées, confortables et stables, avec une semelle antidérapante. Laissez de côté les pantoufles trop souples ou éculées qui ne maintiennent pas le pied. Enfin, si vous avez des difficultés visuelles ou auditives, consultez régulièrement votre spécialiste et surtout utilisez systématiquement vos lunettes ou votre appareil auditif. Ces gestes qui peuvent paraître anodins sont pourtant essentiels. Ils peuvent, au sens propre, vous sauver la vie en prévenant une chute dangereuse et la fracture qui pourrait en résulter. Il existe d'autres facteurs de risque qui peuvent accélérer la déminéralisation osseuse. On pense notamment à certaines maladies chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde, les troubles de la thyroïde ou encore le diabète de type 1. Sont également concernés les problèmes digestifs qui, en perturbant la bonne absorption des nutriments, empêchent le corps de bien se fortifier. Par ailleurs, la prise prolongée de certains médicaments peut avoir un impact négatif important sur la santé de nos os. Il s'agit en premier lieu des corticoïdes, souvent prescrits contre l'asthme, l'arthrite et d'autres inflammations. Ces traitements freinent directement l'action des cellules chargées de renouveler et de construire l'os. De même, certains traitements antiépileptiques, ainsi que des médicaments utilisés pour le cancer du sein ou de la prostate, peuvent affecter la solidité de votre squelette. Attention, si vous devez prendre ce type de traitement, il n'est absolument pas question de l'arrêter. C'est simplement une raison essentielle d'en discuter avec votre médecin traitant pour mettre en place des mesures de protection. Il pourra par exemple vous recommander une supplémentation supplémentaire en calcium et en vitamine D ou prévoir une densitométrie osseuse régulière afin de surveiller de près l'état de votre tissu osseux. Chez beaucoup de personnes, notamment après un certain âge, la peur de tomber est bien réelle. Malheureusement, cette anxiété nous pousse souvent à moins bouger. Or, comme vous le savez, ce manque d'activité ne fait qu'aggraver la situation. C'est un véritable cercle vicieux. Les muscles s'affaiblissent, le sens de l'équilibre diminue et le risque de chute augmente paradoxalement. Pour briser ce cercle, il est absolument essentiel de travailler sur votre équilibre et votre coordination. Des exercices ciblés peuvent vous y aider. Pensez par exemple à la simple posture en équilibre sur une jambe ou à la marche talon-pointe en ligne droite. Des disciplines comme le tai chi ou le yoga sont également excellentes car elles développent en douceur la souplesse, la force et le sens de l'équilibre. Même des gestes quotidiens très simples, comme se lever d'une chaise sans utiliser les mains, peuvent être une excellente forme d'entraînement. En renforçant vos muscles et en améliorant votre coordination, vous gagnez en stabilité et, surtout, vous retrouvez l'assurance dans vos mouvements. Non seulement cela diminue considérablement le risque de chute, mais cela vous redonne aussi la joie d'une vie active, vous permettant de rester plus longtemps indépendant et autonome. En guise de conclusion, reprenons point par point les éléments clés de notre stratégie de protection contre l'ostéoporose. Premièrement, l'alimentation.
Il est crucial que votre assiette soit riche en nutriments essentiels, calcium, magnésium, vitamine K2 et bien sûr des protéines. Deuxièmement, assurez-vous d'avoir un niveau suffisant de vitamine D. Pour la grande majorité d'entre nous, cela nécessite une supplémentation à envisager impérativement après avoir consulté votre médecin traitant. Troisièmement, l'abandon des mauvaises habitudes de vie. Il s'agit de dire stop au tabac et de modérer drastiquement votre consommation d'alcool. Quatrièmement, et c'est peut-être le point le plus important, une activité physique régulière. Celle-ci doit combiner des exercices de résistance avec poids et de renforcement musculaire. Cinquièmement, connaissez vos risques et procédez à un dépistage précoce via la densitométrie osseuse. Et enfin, travaillez votre équilibre pour prévenir les chutes tout en sécurisant votre environnement domestique. L'ostéoporose est une maladie sérieuse, certes, mais ce n'est absolument pas une fatalité. C'est un défi auquel nous pouvons et devons répondre. En gérant attentivement ces différents facteurs, vous reprenez la santé de vos os en main et vous vous assurez un avenir à la fois actif et serein. Alors, nous avons pu constater que l'ostéoporose n'est pas seulement une fatalité liée au vieillissement, c'est en fait le résultat de multiples facteurs, et heureusement sur la plupart d'entre eux, nous avons un véritable pouvoir d'action. Le point central, le déclic à avoir, c'est de réaliser que nos os sont des tissus vivants. Ils répondent à l'attention que nous leur portons, ou, au contraire, souffrent de notre négligence. Ils ont besoin du bon carburant, sous forme de nutriments essentiels, et d'un entraînement régulier grâce à l'activité physique. Nous avons vu que le lait n'est pas la seule panacée et que les vitamines D et K2 jouent un rôle tout aussi fondamental que le calcium. Nous avons également compris que la sédentarité est la voie la plus rapide vers un squelette fragile. Voici le message essentiel que je souhaite vous transmettre. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de vos os. Même si vous avez déjà reçu un diagnostic d'ostéoporose, les bonnes habitudes peuvent ralentir la déminéralisation osseuse et diminuer considérablement le risque de fracture. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si son contenu vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines émissions santé. Et pour terminer, j'ai une question pour vous. Quel est le conseil que nous avons évoqué aujourd'hui que vous allez mettre en pratique dès demain? Ou peut-être avez-vous déjà votre propre méthode, une astuce éprouvée pour renforcer votre squelette? Partagez votre expérience dans les commentaires, cela alimentera notre discussion.